Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte qui secoue un peu les idées reçues sur l'éducation. Ah oui, lequel? Il s'intitule « L'éducation et les lois spirituelles ». En gros, la source qu'on explore ensemble trouve que les méthodes classiques sont souvent à côté de la plaque. D'accord. Et elle propose autre chose? Oui, une autre grille de lecture basée sur ce qu'elle appelle des lois spirituelles. Intéressant ce terme de loi spirituelle. Notre mission, décortiquer tout ça, comprendre la critique, l'alternative et voir ce qu'on peut en tirer. Alors, prêt à creuser? Allons-y. C'est parti. Bon, d'entrée de jeu, l'auteur y va pas par quatre chemins, hein. Ah non. Il dit que les spécialistes de l'éducation s'y prennent comme des manches. Voilà. Ah oui, c'est direct. Ça donne le ton. Carrément. Et le texte suggère que cette approche, ça mène direct à la frustration des parents. Qui rame sans voir de résultats concrets, j'imagine. C'est ça. On sent une critique assez acerbe du système, quoi. Un système qui patine. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que le texte cherche le pourquoi. Pourquoi ça bloque comme ça, hein? Et alors, quelle est l'explication avancée? D'après l'auteur, ceux qui pourraient changer les choses, les autorités compétentes, eh bien, ils seraient paralysés. Paralysés Par quoi? par la peur. La peur d'admettre leur impuissance ou leur incompétence, comme le dit le texte, face aux vrais besoins. D'accord. Une peur de perdre la face, peut-être. En quelque sorte, oui. Et il y a aussi, en filigrane, une critique du fonctionnement démocratique. C'est-à-dire, l'idée que déléguer son pouvoir par le vote, ça ne garantirait pas du tout que les décisions prises servent vraiment l'intérêt général. Le système permettrait une sorte d'inertie. Voilà, une inertie où le bien-être collectif passerait au second plan. C'est la vision de l'auteur, en tout cas. Et pour enfoncer le clou, le texte parle de deux vérités humaines essentielles. Attention, c'est assez cru. Ah bon? Vas-y. Premièrement, un égocentrisme fondamental. Je cite, « Chacun ne pense en réalité qu'à sa propre gueule. Ouf. C'est direct, hein. » Oui, les autres ne seraient qu'un moyen pour arriver à ses fins personnelles, en gros. D'accord. Et la deuxième vérité? Deuxièmement, on refuserait tous de voir la vérité en face. Pourquoi ça? Parce que ça nous obligerait à tout remettre en question, tout le temps. Et ça, c'est inconfortable. Donc on préférerait l'illusion. C'est ce que le texte suggère. Une sorte de confort dans l'illusion plutôt qu'une vérité qui dérange. Et ça, ce serait un frein majeur au progrès. Pas seulement en éducation, j'imagine. Non, de manière générale. Du coup, la conclusion logique de ce raisonnement, pour l'auteur, C'est qu'il ne faut rien attendre de ceux qui sont aux commandes. C'est ça, hein? exactement. Inutile d'attendre des solutions d'en haut. Ils seraient trop empêtrés. Empêtrés dans leurs limites ou dans le système lui-même. Donc le vrai changement, il devrait venir d'ailleurs. Pas juste changer d'étiquette politique, quoi. Droite, gauche, centre. Non. Selon cette source, ce serait bonnet blanc et blanc bonnet, tous logés à la même enseigne égocentrique. D'accord. Mais alors, si ça ne vient pas d'en haut, d'où viendrait ce changement? C'est la question, oui. Le texte mise sur l'émergence d'individus qu'il appelle « véritables », Des individus véritables. C'est-à-dire... capables d'une empathie sincère, qui refusent d'infliger aux autres ce qu'ils n'aimeraient pas subir eux-mêmes. Ok. Mais l'auteur semble pas très optimiste sur le court terme. Non, pas vraiment. Il pense que les tyrans, c'est le mot utilisé, ne lâchent pas le pouvoir facilement. Du coup, en attendant cette transformation de société, hypothétique, La suggestion est plus pragmatique, se concentrer sur ce qui est à notre portée. des astuces. Oui, des astuces applicables à l'échelle individuelle, dans nos familles. D'accord, donc vu ce tableau assez sombre des institutions, l'auteur nous dit en gros, laissez tomber les attentes envers le système, C'est un peu ça, oui. La vraie marge de manœuvre, elle est ailleurs, plus près de nous. dans la dynamique familiale. Exactement. Et c'est là qu'on arrive à ces fameuses lois spirituelles. Alors, qu'est-ce que l'auteur entend par là? C'est pas religieux? Si? Non, pas au sens religieux classique. C'est plutôt des principes fondamentaux de fonctionnement de la psyché humaine, surtout celle de l'enfant. Des règles immuables presque? C'est l'idée. Des lois spécifiques qui régiraient la psychologie de l'enfant et donc son éducation. Et l'idée clé, c'est quoi? C'est que les enfants, au départ, ils sont surtout intuitifs, pas encore dominés par l'intellect. Ils seraient naturellement connectés à ces lois? Voilà, ils seraient en phase avec ces lois fondamentales. D'accord, des lois de la psyché. Et comment ça s'applique concrètement à l'éducation alors? Pour rendre ça plus parlant, le texte utilise une analogie. Ah oui,
Laquelle? celle de l'électricité. La différence de potentiel, la DDP. La DDP, comme dans une pile? Exactement, un pôle plus chargé et un pôle moins déchargé. Ok. Et dans la relation parent-enfant? Le parent, c'est le pôle plus. C'est lui qui a le savoir, les bonnes manières, les règles. Il est chargé en normes sociales, quoi. C'est ça. Et l'enfant, lui, est moins chargé en tout ça, moins conditionné. Il représente le pôle moins. Logique. Et donc l'énergie, l'information, elle circule du plus vers le moins, du parent vers l'enfant. Normalement, oui. C'est le principe de la transmission éducative. Mais alors, où est le hic selon cette source? Quel est le problème? Le problème, d'après le texte, c'est que l'objectif caché du parent devient souvent autre chose. Ah, c'est-à-dire Pas juste transmettre, mais repolariser l'enfant. repolariser, le transformer. Oui, transformer le pôle moins en un autre pôle plus. En faire une copie de lui-même. Une copie conforme, plutôt que juste l'informer ou le guider. Voilà. C'est là que ça coince, selon l'analyse du texte. Attends, si je comprends bien. Le désir inconscient de garder le contact, l'attention, même si c'est conflictuel. Mhm. Serait plus fort que l'objectif conscient d'éduquer. Ouais, c'est exactement ça. C'est assez contre-intuitif, hein. Carrément. Comment ça fonctionnerait, ce mécanisme? Ben, le texte avance que le subconscient des deux, parents et enfants, entre en jeu. Et il brouille les pistes. Le subconscient. Oui. Selon cette perspective, une fonction clé du subconscient, c'est de faire durer ce qui procure du plaisir ou de l'attention. Même l'attention négative? Les reproches, les leçons répétées. Oui, parce que pour un enfant, capter l'attention parentale, c'est une forme de reconnaissance. Donc potentiellement une source de plaisir inconscient. D'accord. Et la conséquence? La conséquence, c'est que le subconscient travaillerait à maintenir la circulation d'énergie entre les pôles. L'échange, la discussion, même la dispute. C'est ça. Il maintient l'interaction, mais pas forcément pour atteindre le but affiché qui serait que l'enfant apprenne et qu'on passe à autre chose. Donc, l'énergie circule, l'interaction est là. Mais la transformation, le changement de polarité de l'enfant, lui, il ne se fait pas. Le système tourne un peu en boucle. En gros, nos bonnes intentions conscientes, elles peuvent être sabotées. Saboté par ces dynamiques inconscientes qui obéissent à ces fameuses lois spirituelles. Le texte insiste là-dessus. Peu importe nos bouts de conscient. Le subconscient réagira selon ces lois. Il préférera faire durer l'interaction, ce plaisir de l'attention, plutôt que de clore le chapitre par un apprentissage réussi. Bon, d'accord. C'est une perspective assez déstabilisante sur nos efforts éducatifs quand même. Oui, ça remet pas mal de choses en question. Alors, si nos intentions conscientes peuvent être court-circuitées comme ça, quelle est la solution? L'astuce promise par l'auteur? L'astuce, elle repose sur une autre de ces lois spirituelles jugées capitales. Laquelle? La nature humaine fonctionne par mimétisme. C'est présenté comme la clé de voûte. Le mimétisme. On pense aux enfants qui copient les gestes des grands, c'est ça? Mettre les chaussures de maman, prendre les outils de papa? Oui, mais ça va plus loin que ça d'après le texte. Ah oui, Ce mimétisme serait particulièrement fort avant que l'intellect prenne le dessus. Disons les 7 premières années principalement. et pourquoi à ce moment-là? Parce que l'attention de l'enfant serait naturellement tournée vers l'extérieur, vers l'observation très fine de son environnement et surtout des adultes. D'accord. Observer finement. Et ce n'est pas juste copier les gestes, comme tu disais. Le texte insiste, l'enfant cherche surtout à décrypter ce que ressentent les adultes. Ce qu'ils ressentent. Leur motivation. Oui, leur motivation profonde derrière leurs actes. Il évalue, de façon intuitive, si le modèle adulte est légitime. Légitime. C'est-à-dire si ça vaut le coup de marcher dans ses pas. Exactement. C'est un apprentissage par imprégnation, émotionnelle et comportementale. Donc, si je te suis bien, l'enfant regarde pas seulement ce qu'on fait, mais il essaye de capter pourquoi on le fait et ce qu'on ressent. C'est l'idée. Ah ouais, ça met une sacrée pression sur les adultes, ça. Exactement. Et c'est là que la notion de cohérence devient absolument centrale pour l'auteur. La cohérence. L'alignement entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà. Le texte met en garde très clairement contre l'hypocrisie. Et l'exemple classique, interdire de fumer en fumant soi-même. C'est ça. Ou exiger la politesse en étant soi-même, disons, pas très poli. Et l'enfant, il capte ça. Immédiatement, avec ses antennes intuitives, il perçoit la dissonance. Et les fameuses répliques « fais ce que je dis, pas ce que je fais ».
ça ne marche pas du tout selon cette approche. Ou c'est comme ça parce que je suis l'adulte. Pire encore, non seulement ça ne marcherait pas, mais ça détruirait la crédibilité parentale. Parce que l'enfant voit l'incohérence. Oui, le deux poids deux mesures. Et il perd confiance dans le modèle. Il se fie à ce qu'il voit, à l'événementiel, aux faits concrets. Paroles contredisent les actes. Alors, L'auteur est catégorique. Ils retiendront uniquement vos actes et se désintéresseront de vos paroles. donc l'apprentissage réel, il passe par l'exemple. L'exemple incarné. Vécu au quotidien, oui. Bien plus que par les serments ou les explications intellectuelles qui ne sont pas suivies des faits. L'action parle plus fort que les mots. Surtout pour un jeune enfant, selon cette perspective. Le texte va même jusqu'à qualifier les enfants de « machines à dire la vérité ». C'est fort comme image. Oui, c'est une image forte. L'idée, c'est qu'ils pointent nos incohérences, sans filtre. Ils observent et disent ce qu'ils voient. C'est ça, sans les conventions sociales qui nous font parfois nous taire. L'exemple donné, c'est celui de l'enfant qui demande tout haut. Dis maman, pourquoi elle est si grosse, la dame, là? Oui. Ce n'est pas méchant dans son esprit, c'est une observation directe. Une tentative de comprendre le réel tel qu'il se présente. Exactement. Et ces observations, ces actes dont ils sont témoins, c'est ça qui formerait leur vision du monde, bien plus sûrement que ce qu'on essaye de leur inculquer de force. D'accord. Si on essaye de rassembler un peu tout ça, l'idée maîtresse de ce texte, c'est que l'éducation efficace, surtout au début, Oui. ce serait moins une question de méthode ou de discours que d'authenticité et de cohérence de la part des adultes. Oui, c'est tout à fait ça. L'apprentissage fondamental se ferait par imprégnation, par mimétisme. Mimétisme des actions, des attitudes et même, selon le texte, des états émotionnels des adultes importants pour l'enfant. Et ce processus naturel régi par ces lois spirituelles. Il prendrait le pas sur nos plans pédagogiques conscients si ces plans ne sont pas alignés avec ceux que nous sommes et faisons vraiment. Ça change aux perspectives, c'est clair. Au lieu de se demander comment je fais pour que l'enfant apprenne ça, La question devient plutôt comment, moi, l'adulte, j'incarne ce que je veux transmettre. oui, c'est ça. Et ça renvoie à une responsabilité éducative vue sous un autre angle. Si l'enfant apprend d'abord par l'exemple. Alors la clé pour l'éducateur, C'est la connaissance de soi. Le fameux « homme, connais-toi toi-même » que le texte cite, ça devient ici un précepte éducatif fondamental. se connaître soi-même pour mieux éduquer. En quelque sorte, parce que ce que nous sommes au fond est ce que nous faisons tous les jours, nos comportements, comment on gère nos émotions, nos cohérences, nos incohérences. C'est ça la vraie leçon qui passe. C'est l'idée forte du texte. L'éducation de l'enfant commencerait donc par l'auto-éducation de l'adulte. C'est assez exigeant comme message. Exigeant, oui, mais ça ouvre aussi des pistes intéressantes, je trouve. Oui, c'est vrai que ça invite à réfléchir. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une réflexion qui va un peu au-delà du texte, mais qui en découle. Je t'écoute. Si nos actions, et même nos états internes, sont le principal enseignement, et si les enfants sont de telles éponges intuitives, quelle image de nous-mêmes on projette sans le vouloir au quotidien? Comment nos stress, nos contradictions, nos valeurs vécues, mais pas forcément dites, comment tout ça façonne discrètement ceux qui nous observent? Bien au-delà de nos discours et de nos meilleures intentions. Exactement. Voilà, peut-être matière à méditation pour chacun et chacune.